courte pour tout le monde ici à Kiev. Clovis Casali, notre envoyé spécial à Kiev. Face au combat, beaucoup d'Ukrainiens décident de tout quitter. Depuis hier, on assiste à un exode massif vers l'ouest. Selon l'ONU, 100 000 personnes ont fui leur domicile, mais ce chiffre tend bien sûr à augmenter de façon exponentielle dans les jours qui viennent. L'Europe dit se préparer à l'arrivée de plusieurs millions de réfugiés. Juliette Poissonnier. Le soulagement de cette femme lorsqu'elle traverse la frontière et entre dans l'Union européenne. Ils sont des dizaines, des centaines d'Ukrainiens. Dans la précipitation, ils fuient leur pays. Nous sommes à Dorohusk, point de passage entre Pologne et Ukraine. Un peu plus au sud, toujours en Pologne, 200 réfugiés ont passé la nuit dans cette gare, à quelques kilomètres de la frontière. Je me sens en sécurité ici, mais je ne peux pas vraiment aider mes parents et mes amis. Beaucoup d'entre eux sont en danger et n'ont pas pu partir aussi rapidement que moi. À 5 heures, j'ai pris un train. Ma vie a complètement basculé en une demi-journée. Mais je suis heureuse de savoir que nous avons un endroit où aller. Certaines personnes n'ont nulle part où aller pour se réfugier. Et c'est terrible. Combien seront-ils? Doit-on s'attendre à un exode massif? À Palanka, en Moldavie, en moins d'une journée, 4000 Ukrainiens ont franchi la frontière. Un défi de taille pour les autorités moldaves qui ont installé en urgence ces centres d'accueil temporaires. L'Union européenne se dit pleinement préparée à accueillir ces réfugiés. La Maison-Blanche assure que les États-Unis resteront solidaires. Nous nous attendons à ce que la majorité des réfugiés veuillent aller en Europe et dans les pays voisins. Donc nous travaillons avec les pays européens pour déterminer les besoins, les capacités. En Pologne, par exemple, où nous avons vu un flux croissant de réfugiés au cours des dernières 24 heures. Selon l'ONU, environ 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est de nouveau adressé à la population via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il regrette que Kiev se retrouve seul face à l'armée russe. Hier, il avait affirmé être la cible numéro 1 de la Russie. Alors quel avenir pour lui? On voit cela avec Léo Péchard. Volodymyr Zelensky en première ligne de la plus grave crise que connaît l'Europe depuis la guerre froide. Muet en chef de guerre d'une armée de près de 200 000 soldats, alors qu'à son élection en 2019, il n'avait ni expérience politique ni militaire. Face à lui, la Russie de Vladimir Poutine et ses troupes, déterminées à démilitariser et dénazifier l'Ukraine selon les termes de Moscou. Objectif du président russe selon les experts, faire chuter le régime de Kiev. Il aura complètement annihilé toute capacité militaire du pays, toute volonté du peuple ukrainien de rejoindre des institutions européennes et de rejoindre a fortiori l'Alliance Atlantique. Donc d'assumer sa pleine liberté, sa pleine autonomie. Pour le ministre des Affaires étrangères français, la sécurité du président ukrainien est en jeu. Je pense que la sécurité du président Zelensky est un élément central de ce qui se passe maintenant et nous sommes en situation de pouvoir l'aider si nécessaire, mais il importe qu'il tienne sa place. Mais pour Volodymyr Zelensky, hors de question de fuir son pays. Je reste dans la capitale. Ma famille est aussi en Ukraine, mes enfants sont en Ukraine. D'après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État. L'aide qu'il attend, c'est un soutien militaire de l'OTAN, mais pour le moment, seul l'envoi de matériel et une aide financière est prévu à l'ordre du jour. Et vous le savez, l'Ukraine est bien sûr au cœur de toutes les discussions internationales aujourd'hui. Plusieurs réunions sont programmées, celle en visioconférence des chefs d'État de l'OTAN, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir. Il faudra notamment regarder quelle sera la position de la Chine face à cette invasion russe. Pékin n'a pas condamné pour l'instant l'intervention russe et pourrait s'abstenir sur le vote de la résolution proposée par les États-Unis et l'Albanie. Des sanctions économiques ont déjà été prises par l'Union européenne, notamment. Hier, notre journaliste Caroline de Camaret s'est entretenue en exclusivité avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Je vous propose d'écouter son entretien.
Alors que le monde a les yeux rivés vers l'Ukraine qui subit une menace militaire et une invasion russe, le chef de la diplomatie européenne est avec nous. Il est sur France 24 pour une interview. Il est aussi, Josep Borrell, le vice-président de la Commission européenne, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Il décrypte avec nous la position et les initiatives des Européens. Bonjour Monsieur Borrell, en duplex depuis Bruxelles à la Commission. Donc, est-ce que dans cette invasion de l'Ukraine, vous aviez imaginé que Vladimir Poutine irait aussi loin? On le craignait, mais il avait toujours dit que non, jamais de la vie. Il allait envahir l'Ukraine. C'est ça qu'il avait dit au président Macron, au chancelier allemand. Ils avaient donné toutes sortes d'assurances que ce n'était pas question d'envahir l'Ukraine. Et voilà. À l'issue d'un Conseil européen exceptionnel, les 27 ont dégainé des sanctions qu'ils qualifient de massives, sanctions financières qui n'ont pas l'air de convaincre Vladimir Poutine, pas plus que les précédentes l'ont empêché d'entrer en Ukraine. Non, évidemment, ces sanctions-là ne vont pas arrêter demain l'invasion de M. Poutine en Ukraine. Mais ça va faire du mal, très mal, à l'économie russe. Ces effets vont se sentir dans le court terme, mais sans doute pas après-demain. Donc on ne pensait pas, évidemment, que ces sanctions allaient arrêter la guerre. Mais l'Union européenne utilise les moyens qu'elle a, qui sont des moyens économiques, financiers, diplomatiques, politiques. On n'est pas une union militaire. On agit dans le domaine civil. Et on a pris des mesures fortes pour isoler la Russie des systèmes financiers internationaux, pour empêcher de financer le gouvernement russe, pour arrêter les exportations de tous les biens qui sont très importants pour son développement industriel et technologique. Et on a sanctionné, c'est-à-dire on a interdit de voyager, on a gelé les biens de pas mal de personnalités russes. Il y a tout de même, évidemment, tous les ex-pays de l'Est qui, pendant cette réunion des 27, ont fait entendre leur voix plus ferme, notamment la Pologne. On parlait aussi d'interdire finalement aux Russes le système de réseau interbancaire SWIFT. Est-ce qu'on va aller jusque-là et pourquoi on n'y va pas tout de suite d'ailleurs? Tout est sur la table. Rien n'a été définitivement refusé. Mais on est dans une approche graduelle. C'est vrai, hier, il n'y a pas eu le nécessaire consensus pour prendre cette mesure. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va pas la prendre plus tard. Mais, vous savez, l'Union européenne travaille à l'unanimité. Je vais présider maintenant le Conseil des ministres des Affaires étrangères qui doivent approuver formellement le paquet, parce que le Conseil européen donne des orientations politiques, mais ne prend pas de décisions concrètes. C'est nous, les ministres, dans le Conseil, qui vont le faire. Et tout est sur la table, en particulier la liste des sanctions. Qui sera pas. On dit d'ailleurs qu'au précédent round, c'est-à-dire en Crimée en 2014, Vladimir Poutine a pris l'habitude finalement de se passer, puisqu'il a coupé ses voies d'approvisionnement, d'être plus autonome sur l'agroalimentaire, sur reconstituer son agriculture, baisser sa charge en dollars, et qui le rend finalement beaucoup moins sensible aux sanctions financières. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que depuis Crimée, la Russie a développé énormément son secteur agricole. D'ailleurs, c'est le seul, à part le gaz et le pétrole, qui fonctionne. Et oui, aujourd'hui, c'est un grand pays exportateur de produits alimentaires, en particulier du blé. Et c'est vrai aussi qu'elle a augmenté ses réserves extérieures. Mais, vous savez, les sanctions économiques et financières cible de secteurs spécifiques, le transport, l'énergie, la technologie, là où nos capacités, si on arrête de leur passer, de les exporter en Russie, ça va faire du mal au développement de ce secteur pointe, évidemment pas l'agriculture.
Les pays qui sont voisins évidemment de l'Ukraine, en premier chef évidemment la Pologne, craignent une vague migratoire des Ukrainiens qui fuient le pays par peur évidemment de cette guerre. Est-ce que ça aussi c'est une possibilité que ce soit d'ailleurs utilisé un petit peu comme arbre hybride, comme on l'a vu pour la Biélorussie, que ce flux potentiel de migrants ukrainiens? Ce n'est pas une arme hybride. Vous savez, quand il y a une guerre, les gens s'en vont. Et évidemment, il y aura des Ukrainiens qui vont partir. Et on fera le possible pour les accueillir. On a discuté de ça et la Commission, mes collègues qui sont en charge de la politique migratoire sont préparés pour aider, pour faire face à un flux migratoire dont l'importance, on la connaît pas encore. Mais ça, c'est pas une arme hybride. Ça, c'est tout simplement que les gens, quand il y a une guerre, que ça soit en Ukraine, en Syrie ou chez vous demain, s'il y en avait, ils partent. Alors, ce qu'on a fait aussi, les Allemands ont suspendu le gazoduc Nord Stream. Sa certification est bloquée. Et or, nous dépendons toujours à 40%, nous, en ce qui nous concerne, les Européens, du gaz russe. Est-ce que ça va être compliqué, alors, d'une part, pour l'hiver, hein, on nous a donné la certitude que non, rien ne viendrait à manquer. Mais en même temps, on va peut-être payer cette énergie très, très cher. Toutes ces tensions géopolitiques ont monté les prix de produits énergétiques, que ce soit le gaz ou le pétrole. C'est des marchés intégrés, c'est des marchés globaux, mondiaux et mondiaux. Et ces tensions-là, évidemment, font monter les prix du pétrole et du gaz. Une chose, c'est les prix, une chose, c'est la quantité. Il y a un rapport entre les deux, mais payer plus cher, c'est une chose, ne pas l'avoir, c'est une autre. Pour l'instant, on a pris des mesures en cherchant d'autres sources, d'autres supply, excusez-moi de ne pas trouver les mots français, pour faire face à une hypothétique coupure des approvisionnements russes. Mais pour l'instant, on ne s'y attend pas. Et en tout cas, on aurait les moyens d'y répondre. Emmanuel Macron a parlé d'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité de l'Europe, de tournant dans l'histoire de l'Europe. Est-ce que nos démocraties ne sont pas en train de démontrer qu'elles sont vraiment périssables, surtout si elles ne savent pas se défendre contre des régimes autocratiques très déterminés? Le président Macron a fait une excellente intervention hier. La conférence de presse qu'il a donnée, ça me paraît qu'il résume très bien, très très bien ce qui est en train de nous arriver. La guerre est à nouveau aux portes de l'Europe. On croyait ça une époque passée, révolue. On s'était habitué à la paix, on avait renoncé, on continue à renoncer à la guerre comme façon de résoudre les problèmes entre les pays, entre les États. Et voilà qu'un État, avec une puissance militaire forte, a envahi son voisin, qui d'ailleurs se défend avec beaucoup de courage et avec beaucoup de force, et qui menace d'utiliser l'arme nucléaire. On ne la cite pas formellement, mais tout le monde le comprend, à tous ceux qui voudraient s'interposer dans ce conflit. Donc oui, c'est une page de l'histoire de l'Europe. Malheureusement, on rentre dans une étape beaucoup plus dangereuse. Les démocraties sont toujours à l'heure de faire face à un conflit. Ils ont des procédures de décision bien plus différentes d'un régime autoritaire, où c'est la volonté d'un homme dans une structure verticale du pouvoir qui décide sans demander trop ce que les gens pensent. Heureusement, la démocratie, on tient compte des opinions publiques, on tient compte de la volonté des gens. Les dirigeants n'ont pas tous les pouvoirs et les processus de décision sont évidemment plus longs et plus complexes. Oui, mais ça nous fait plus faibles? Non, ça nous fait démocrates. La démocratie a l'avantage que les gens puissent évaluer et changer ce gouvernement. Ce n'est pas le cas des régimes autocratiques. Oui, mais en même temps, on a envie de dire, Josep Borrell, on était un modèle aussi pour les Ukrainiens, pour tout ce flanc Est. Et aujourd'hui, eh bien, on se demande jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Pourquoi pas en Moldavie, en Géorgie. Il détient déjà la Biélorussie. Est-ce qu'il va reconstituer l'ex-URSS? Le président Poutine a un sens de l'histoire. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit, le sens de l'histoire, ce qu'il dit.
c'est pas d'aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'années, 2007 à Munich, à la conférence de Munich, où il a dit clairement qu'est-ce qu'il pensait faire. Il a toujours considéré que l'effondrement de l'Union soviétique, c'était la plus grande disgrâce, le plus grand malheur, la plus grande tragédie pour la Russie. Et d'une façon ou d'une autre, il essaie de reconstituer les glacis de la Russie en essayant d'influencer, absorber, contrôler les pays qui étaient fait partie de l'empire tsariste d'abord et de l'Union soviétique après. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en Ukraine? Comment ça va se terminer cette histoire? Les Ukrainiens se battent avec beaucoup de force et de courage. L'armée ukrainienne ne s'est pas effondrée. Et les combats sont acharnés. Et évidemment, on ne sait pas quel va être le résultat, mais les Ukrainiens résistent. Merci à vous, Josep Borrell, d'avoir été en notre compagnie sur France 24. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis sur cette question de l'Ukraine.